Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, l'organisme électoral vénézuélien a déclaré que l'opposition avait pris le contrôle de l'Assemblée nationale, battant les socialistes qui étaient au pouvoir depuis 16 ans. Le président Nicolás Maduro a reconnu sa défaite. Con nuestra moral, con nuestra ética. J'ai pris connaissance de ces résultats défavorables. Je les accepte et confirme à mon pays que la Constitution et la démocratie ont gagné. Nous acceptons les résultats tels qu'ils nous ont été communiqués par les autorités. Ha triunfado la Constitución y la democracia. La coalition d'opposition dénommée Unité démocratique a remporté 99 sièges, n'en laissant que 46 aux socialistes dans une Assemblée nationale qui compte 167 sièges. Certaines circonscriptions n'ont pas encore annoncé leurs résultats. L'opposition a déjà annoncé que lorsque le comptage des voix sera finalisé, ils auront gagné 113 sièges au total, soit les 2/3 de la majorité dont ils ont besoin pour faire trembler certaines institutions, comme les tribunaux ou les organismes électoraux. Après l'annonce des résultats peu après minuit, des feux d'artifice ont été tirés dans les bastions de l'opposition à Caracas. Les partisans du gouvernement ont de leur côté annulé les fêtes censées célébrer la victoire des socialistes. Alors qu'Ankara et Moscou se querellent encore sur la destruction de l'avion russe, les médias turcs ont annoncé qu'un navire de guerre russe était passé par le détroit du Bosphore dimanche avec un soldat tenant un missile. Pour la Turquie, c'est un acte de provocation. C'est un acte de provocation et d'armement. J'espère que cela ne se répétera pas. Ce n'est pas bien. NTV a diffusé les images d'un soldat portant un missile solaire sur son épaule dans une position de tir. Le navire russe César Kunikov est passé par le détroit du Bosphore pour rejoindre la Méditerranée. Le détroit du Bosphore, long de 31 km, a vu une circulation intense de navires de guerre ces derniers jours depuis que la Turquie a abattu un bombardier russe le 24 novembre. La Russie n'a pour le moment fait aucun commentaire. La lauréate chinoise du prix Nobel de médecine, Tu Youyou, a appelé à des efforts internationaux conjoints pour lutter contre le paludisme. Le 5 octobre, Tu Youyou, une scientifique chinoise de 84 ans, a reçu le prix Nobel de médecine, la récompensant pour avoir créé un médicament antipaludéen. Une reconnaissance qui pourrait très bien s'avérer être le signal du début d'une nouvelle tendance. Cette récompense est un honneur pour l'équipe scientifique chinoise et un signe d'approbation pour la recherche médicale chinoise. Les recherches de Tu Youyou ont permis de développer une thérapie originale contre cette maladie qui peut s'avérer mortelle, en extractant un médicament antipaludéen d'une plante mentionnée dans un texte médical chinois traditionnel. Grâce à leur travail et d'autres mesures de santé publique, le taux de mortalité dû au paludisme a baissé de 60% au cours des 15 dernières années. La médecine traditionnelle chinoise est un grand trésor. Nous pouvons combiner les technologies médicales occidentales et chinoises pour trouver de nouveaux potentiels pour la médecine. Malgré un taux de mortalité en baisse, le paludisme tue toujours environ 500 000 personnes par an. Lors d'une conférence de presse au Forum Nobel, Tu Youyou a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de la possible épidémie de paludisme pour la décennie à venir et a appelé à des efforts au niveau mondial pour y mettre un terme. J'espère que nous pourrons travailler tous ensemble dans le cadre du plan de l'OMS. Une fois que le paludisme sera devenu plus résistant aux médicaments que nous utilisons à présent, il ne sera pas aisé de mettre au point un nouveau type de médicament au cours des 10 prochaines années. Si cela arrivait, le paludisme déclencherait une épidémie. Tu Youyou sera présenté avec le trophée jeudi, aux côtés des deux autres lauréats du prix Nobel de médecine, l'Irlandais William Campbell et le Japonais Satoshi Omura. L'une des priorités du calendrier de l'actuelle conférence de Paris sur le changement climatique est le marché du carbone. Ce volet est considéré comme une façon effective de réduire les émissions et va être adopté par plus de 40 pays. Découvrons l'apport de la Chine à cette pratique. Tous les yeux sont tournés vers la Chine et ses progrès face à la mise en place d'un système de commerce du carbone le plus important au monde. La Chine est en passe d'élargir son système pilote de commerce du carbone établi dans 7 provinces à l'heure actuelle, à toute la nation d'ici 2017. Beaucoup anticipent que cette puissance verte, qui interviendra en luttant face aux émissions de carbone, donnera à l'économie chinoise un élan dans la bonne direction.
Bâtir un système de tarification du carbone peut accroître les investissements verts. Cela nous apporte environ 2700 milliards de yuans d'investissement dans les économies d'énergie et les faibles émissions de carbone en Chine chaque année. Cela contribue également à favoriser l'emploi avec la création de plus de 3 millions de postes selon notre estimation. Par conséquent, le prix du carbone peut apporter une immense impulsion à la restructuration de la Chine vers une économie plus verte. Et beaucoup de nations pensant de façon similaire ont salué les énormes efforts de la Chine visant à instaurer un prix sur le carbone. Et la Chine a été très active sur ce point-là. Ils ont mis en place un programme pilote dans 7 provinces et maintenant ils vont s'orienter vers un élargissement à l'échelon national d'ici 2017. Et cela montre qu'un marché efficace du carbone peut faire deux choses. 1. Réduire efficacement les émissions de carbone, car un tel marché est directement lié aux objectifs de réduction. Et d'autre part, il s'agit d'un outil très utile afin de développer l'économie. Donc il faut considérer cela comme une opportunité de développer une économie plus propre. Certains délégués estiment qu'il y a encore du travail à faire pour susciter une prise de conscience publique et un soutien généralisé. Il est important que vous ayez un soutien du public, qu'il s'agisse d'un système de tarification du carbone comme celui que la Chine va développer. Ou bien, si vous voulez introduire des réductions d'impôts ou autres, cela doit être compris tant par les industriels que par le public, afin qu'ils comprennent qu'ils en seront les bénéficiaires. La Chine a lancé dès 2011 son programme pilote sur la vente de carbone dans 7 provinces du pays. Le pays va officiellement débuter son programme dans toute la nation d'ici 2 ans. L'objectif sera de couvrir les 2 à 3 milliards de tonnes d'émissions de carbone dans des secteurs tels que les centrales électriques, le ciment et l'acier. L'augmentation du taux de couverture forestière est un enjeu global dans le canton de Fangning. Les principaux contributeurs à cet effort sont des villageois qui se chargent de planter et d'entretenir des arbres. La mise en place d'un marché du dioxyde de carbone vient récompenser leurs efforts. Les villageois de Daohe ont désormais une motivation financière à l'extension de leur zone forestière. Chaque tonne de dioxyde de carbone absorbée par leur forêt leur fait réaliser des gains issus de la bourse de l'environnement de Beijing. La dernière transaction en date leur a ainsi rapporté 2,5 millions de yuan, soit près de 400 000 $. Nous vendons du dioxyde de carbone, cela va au-delà de nos rêves les plus fous. Chaque mètre cube de forêt est capable d'absorber 1,8 tonnes de dioxyde de carbone et la ferme forestière peut vendre ce quota tous les 5 ans pendant 20 ans. Ici, les températures sont trop basses et ne conviennent pas particulièrement à la croissance des arbres. Travailler à les faire grandir afin de générer un revenu régulier est une solution idéale. Le prix est fixé par un mécanisme de marché et varie donc chaque année. Pour la ferme forestière de Tiansongba, il est d'environ 40 yuan par tonne. La taille des arbres est également mesurée et prise en compte. Plus les arbres sont grands et plus ils absorbent de dioxyde de carbone. Les revenus pourraient donc être supérieurs si nous les vendons plus tard. Yu envisage d'allouer de plus en plus de terres aux fermes forestières, et ce d'autant plus depuis que la transformation d'un terrain en forêt est devenue une activité profitable. Deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité économique est présentée par Zhao Jujin. Bonjour à tous, on commence avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 3703 points, en hausse de 0,34%, et l'indice des actions P a clôturé à 388 points, en hausse de 0,76%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A progressé 1,26% à 2366 points et l'indice des actions B a clôturé à 1256 points en hausse de 1,57%. La bourse de Tokyo, qui avait lourdement chuté en fin de semaine dernière, a rebondi lundi, les investisseurs saluant de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont dopé le dollar face au yen. À l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,99% à 19 698 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Direction la Grèce où, afin de répondre aux demandes des prêteurs internationaux, le Parlement du pays a approuvé dimanche avec une faible majorité des coupes budgétaires ainsi que des hausses de taxes pour l'année prochaine. Le Premier ministre du pays, Alexis Tsipras, a exprimé sa confiance vis-à-vis du plan budgétaire malgré les critiques de l'opposition. J'ai l'honneur d'annoncer les résultats du vote d'aujourd'hui. Sur les 298 législateurs ayant participé au vote, 153 ont approuvé le budget et 145 ont voté contre. Par conséquent, le plan budgétaire de l'année 2016 est adopté. Le nouveau plan budgétaire grec pour 2016 prévoit de réduire les dépenses publiques de 5,7 milliards d'euros. Cela inclut 1,8 milliard de dollars de coupes au niveau des retraites et 500 millions dans le domaine de la défense. Le budget préconise également une hausse des taxes de plus de 2 milliards d'euros. Pour le gouvernement, apporter des bénéfices à la population malgré les mesures d'austérité sera un véritable défi. Toutefois, le Premier ministre Alexis Tsipras a exprimé sa confiance envers le gouvernement concernant la gestion de ces difficultés. Le budget d'aujourd'hui démontre que nous sommes capables de fournir un grand effort social malgré les circonstances d'adversité. Ce plan budgétaire est une tâche difficile pour nous, étant un gouvernement qui souhaite rétablir la justice sociale et la redistribution des ressources malgré cette période d'austérité économique. Derrière les chiffres du budget, on peut lire l'effort fourni pour soutenir les travailleurs ainsi que les membres les plus vulnérables de notre société. Alexis Tsipras a souligné que pour la première fois en 5 ans, la part du budget alloué aux hôpitaux, à la sécurité sociale et à la création d'emplois a été modestement augmentée malgré les coupes budgétaires. Néanmoins, l'opposition a exprimé son mécontentement. Ce budget n'est pas réaliste, il n'inspire pas confiance et ne fonctionnera pas. Il sera impossible à mettre en place. Il est illogique, injuste socialement et condamné à échouer. Il étrangle avec les taxes les producteurs du pays et réduit les revenus de la classe ouvrière. Ce plan budgétaire, bien que marqué par l'austérité, ne semble pas non plus satisfaire les créanciers internationaux. Des représentants de la zone euro, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international se rendent en Grèce ce lundi afin de poursuivre les discussions sur les réformes du système de retraite, de taxation et de l'administration publique. La Grèce souhaite rendre en février un premier rapport sur le dernier plan de sauvetage dans le but de pouvoir ouvrir comme prévu des discussions sur l'allègement de la dette à long terme contractée envers les gouvernements de la zone euro. La Chine va mettre en place un coupe-circuit pour les marchés financiers à compter de l'an prochain. Les autorités affirment que cela permettra de garantir la stabilité du marché. Selon un communiqué conjoint récemment publié par les principales places boursières chinoises, une hausse ou baisse de 5% de l'indice CSI 300, le principal indice chinois, déclencherait une suspension de 15 minutes de transactions boursières, actions, obligatoires et contrats à terme, tandis qu'un mouvement de 7% conduirait à une suspension pour le reste de la journée. L'introduction d'un mécanisme de coupe-circuit peut offrir une période d'apaisement quand le marché connaît des fluctuations drastiques. Cela permet de stabiliser le marché, de protéger les investisseurs et de permettre une croissance saine et de long terme du marché des capitaux. Cette mesure a d'abord été proposée en septembre dans la foulée des perturbations de l'été. L'établissement de ce mécanisme va être un processus graduel. C'est une nouvelle mesure pour le marché chinois. Le plan actuel prend en compte la complexité et la faisabilité des règles. Il est basé sur l'expérience mondiale et la situation du marché chinois. Les mécanismes de coupe-circuit sont une pratique courante sur les marchés développés. Les États-Unis ont instauré un tel mécanisme après le crash de 1987. Une chute de 7% de l'indice SP500 déclenche une suspension de 15 minutes de la bourse new-yorkaise. Depuis l'assouplissement en octobre de la politique de l'enfant unique en Chine, de nombreuses compagnies d'assurance proposent de nouveaux produits. Ces polices d'assurance sont en effet adaptées aux familles ayant fait le choix d'avoir un deuxième enfant ou encore aux mères qui attendent leur second bébé. Certaines compagnies ont même pris la décision de ne pas facturer ces services.
Mère d'une fille âgée de 2 ans, Liu Xiaoxin est aujourd'hui enceinte de 4 mois. Après la naissance de son premier enfant, elle avait souscrit 2 polices d'assurance pour sa fille. L'une d'entre elles est une assurance santé non lucrative qui prend en charge les frais d'hospitalisation. Elle est fournie par la Croix-Rouge et par les autorités éducatives et de santé. Cette mère de famille ne paie que 80 yuan par an et en cas d'hospitalisation de sa fille, elle ne devra débourser que la moitié des frais. L'autre police d'assurance est une assurance invalidité ou maladie. La prime annuelle s'élève à 4 000 yuan, un montant que Liu Xiaoxin s'est engagé à verser pendant 19 ans. Ce contrat prévoit une couverture à hauteur de 300 000 yuan. Pour cette mère de famille, la question de l'assurance n'a pas été soulevée lorsqu'elle a pensé avoir un second bébé. Lorsque je réfléchissais à avoir ou non un deuxième enfant, je prenais en considération les frais de scolarité, le lait maternisé, les couches, etc. Mais je ne me suis jamais souciée de l'assurance. Comme vous me posez la question, je souscrirai certainement la même assurance que celle du premier enfant. Peut-être que j'achèterai une assurance éducation, car les 2 enfants auront 3 ans d'écart et à un moment, il nous faudra payer beaucoup de frais scolaires. En attendant, Liu Xiaoxin a souscrit une assurance maternité qui l'engage sur 2 ans. En contrepartie, elle bénéficie d'une couverture intégrale de l'ensemble des frais médicaux liés à sa grossesse, ainsi que l'accès à une clinique privée confortable. J'ai fait un calcul, j'avais dépensé entre 40 et 50 000 yuan en assurance, ce qui est le même montant que ce que j'aurais déboursé dans un département VIP ou une unité spéciale de soins dans un hôpital public. Mais c'est beaucoup plus que ce que j'avais dépensé à l'hôpital public lors de ma première grossesse. J'en avais seulement eu pour quelques milliers de yuan. Liu Xiaoxin n'est pas la seule qui se montre préoccupée à l'idée d'avoir un second enfant. D'après les experts, la Chine accueillera chaque année 2,5 millions de nourrissons supplémentaires après l'application de la politique autorisant un deuxième enfant. Le pic des naissances devrait se situer aux alentours de 2017. Des sociétés d'assurance étrangères et de petites sociétés d'assurance chinoises, ces dernières ne représentant que 5% du marché, ont déjà préparé un bouquet de nouveaux produits destinés aux femmes enceintes. Il s'agit d'un fait marquant puisqu'auparavant, les politiques d'assurance familiale étaient principalement tournées vers l'assurance vie ou l'assurance éducation de l'enfant. La tendance principale qu'on constate est que les organismes de contrôle libéralisent les produits. Cela permet davantage de solutions novatrices pour la famille et ses membres. Il existe des inquiétudes de santé pour les femmes qui donnent naissance à un âge plus avancé. Cela exige une couverture médicale spécifique et c'est quelque chose qui se fera. Certaines polices destinées aux femmes enceintes sont même proposées sans frais supplémentaires. Les futures mamans n'ont qu'à télécharger les photos de leurs examens médicaux pour obtenir leur remboursement, environ 300 yuan pour une grossesse classique. La société fait savoir que son objectif est de mettre sur pied des produits que les grandes sociétés d'assurance ne proposeront pas et d'ajouter que les informations fournies par ces femmes enceintes leur permettront d'y parvenir. Nous souhaitons proposer des produits expérimentaux, mais les compagnies d'assurance traditionnelles factureraient un prix plus élevé car elles ne possèdent aucune donnée relative à ces produits. Nous faisons l'inverse. Nous proposons ces produits gratuitement dans le but de réunir des informations. Alors que cette entreprise offre gratuitement ce type d'assurance aux femmes enceintes, elle fait savoir qu'à l'avenir, elle pourrait facturer 200 yuan pour une petite assurance. D'après les données de la Commission nationale de planification démographique et familiale, en Chine, un bébé ayant des anomalies congénitales naît toutes les 30 secondes. Certaines compagnies d'assurance commencent d'ailleurs à proposer des contrats qui répondent à ce problème. Le prix du pétrole devrait subir des pressions l'an prochain en conséquence de l'incapacité pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, de s'entendre la semaine dernière sur la manière de relancer les prix du pétrole brut. Dans le même temps, l'or devrait, lui, profiter d'une reprise de la demande. Le pétrole a touché le fond lors des 6 premiers mois de cette année et les prix ont souffert à nouveau lors de la seconde moitié de l'année, suite à des inquiétudes quant à une demande chinoise insuffisante et à une surproduction continue. Ça n'a pas fonctionné comme il avait espéré. La production russe est restée forte, la production américaine est restée forte également et n'a commencé à décliner que légèrement. Mais le plus important, c'est que la Chine semble avoir changé en tant que consommateur. La compagnie financière UBS pense que l'or a atteint un seuil après un bon départ cette année.
son prix s'est stabilisé un peu suite aux politiques d'assouplissement quantitatif menées par la Banque centrale européenne. Malgré tout, au cours de l'année 2015, les prix de l'or ont terminé à des niveaux bas, perdant plus de 8%. L'or est un joli métal brillant, mais nous n'en possédons pas comme actif stratégique que l'on voudrait nécessairement avoir avec soi. Nous reconnaissons qu'un grand nombre de nos clients le choisissent dans une volonté de véritable diversification et comme une sorte d'assurance dans ce monde instable où se produisent des phénomènes imprévisibles et donc difficiles à anticiper. Concernant l'avenir, UBS dit que bien qu'il soit probable que la Réserve fédérale augmente le taux d'intérêt, l'inflation devrait malgré tout augmenter rapidement, passant de 0,2% à 1,6% aux États-Unis et favorisant ainsi l'attrait pour l'or. C'est ainsi que se conclut cette partie et maintenant retour au plateau avec Raïssa Jehunda. Merci pour ces informations. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.